Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Histoire en série où aujourd'hui on va traverser l'Atlantique, on va voir Kevin Drift qui va nous parler d'une série sur les États-Unis, mais ça on vous le dira après. Alors je vais d'abord l'accueillir. Bonjour Kevin. Bonjour Nicolas. Alors Kevin, je vous présente, vous êtes doctorant dans le département de français de l'Université de Californie à Berkeley. Vous détenez 2 masters en littérature américaine et britannique de l'Université de Tours, où vous avez écrit un mémoire sur les représentations des masculinités noires dans les séries télévisées américaines, et un autre master en littérature française et francophone de l'Université de Colorado à Boulder. Vous avez également occupé le poste d'ingénieur d'études avec le projet RIN Genre et Écran à l'Université du Havre Normandie, qui est axé sur les représentations genrées et leurs effets dans le cinéma et la télévision. Vos intérêts de recherche se concentrent autour des études culturelles, de médias, des études queer, de genre, de sexualité et aussi ethnique. Votre thèse, vous allez explorer les représentations médiatiques et filmiques françaises dans la diaspora maghrébine, particulièrement sur les deuxième et troisième générations. Alors, j'ai dit qu'on allait partir, Kevin, outre-Atlantique aujourd'hui. C'est sur une série de Ryan Murphy. Est-ce que vous pourriez nous la présenter, cette série? Bien sûr, donc aujourd'hui on va parler ensemble d'Hollywood, donc qui est une mini-série télévisée donc américaine, plus du côté dramatique, qui est disponible donc en streaming sur Netflix et qui met en scène ce qu'on appelle en anglais un ensemble cast, donc un casting d'ensemble avec plusieurs personnages principaux, et qui a été créé donc par Ryan Murphy et Ian Brennan. Donc pour contextualiser un petit peu la série, donc elle est sortie dans son intégralité sur Netflix en mai 2020, dans le cadre du gros contrat qu'a passé effectivement Murphy avec la plateforme de streaming sur les 5 prochaines années, qui l'engage à produire un nombre important de séries télé, de films et autres documentaires sur la plateforme. Et je pense qu'il est aussi important de noter que donc, le duo Ryan Murphy et Ian Brennan sont assez prolifiques et ne sont pas étrangers en matière de séries à succès, puisqu'ils ont tous les deux travaillé par le passé sur de nombreuses séries. On pourra en citer quelques-unes comme Glee, Scream Queens, Le Politicien, Ratched, et même encore plus récemment The Jeffrey Dahmer Story, et encore plus récemment, il y a quelques semaines, The Watcher. Donc toutes ces séries sont sur Netflix. Et donc avec Hollywood, Ryan Murphy en profite pour revenir à une époque du cinéma américain qui l'a beaucoup inspiré dès le début de sa carrière, à savoir donc Hollywood et son industrie cinématographique très dynamique d'après-guerre, donc après Seconde Guerre mondiale. Et je pense qu'il est aussi important de noter que Murphy n'est pas étranger au récit, entre guillemets, historique. Et avec des productions comme Feud, par exemple, ou American Crime Story, ou encore Pose, il a su montrer au fil de ces dernières années sa compréhension aiguë et très personnelle du passé culturel, politique et historique de l'Amérique, mais aussi sa capacité à aborder n'importe quelle histoire, avec un grand ou un petit H, d'un point de vue camp, queer, tout ça avec son esthétique très caractéristique baroque. Effectivement, Kevin, vous l'avez dit, on avait évoqué par exemple dans l'un des premiers épisodes de notre podcast, avec Fabien Bièvre-Perrin, la série Pause. Il avait exactement vu les mêmes choses que vous. C'est quand même un producteur et un showrunner très très spécifique qui montre une certaine vision de l'Amérique, mais ça, on va pas tout spoiler tout de suite, on en parlera après. Peut-être pour celles et ceux, Kevin, qui ne connaîtraient pas cette série Hollywood elle-même, est-ce que vous pourriez nous en faire un rapide synopsis? Oui, bien sûr. Alors, le synopsis est assez court, puisqu'en effet, c'est une mini-série, donc l'histoire est assez rapide à résumer. Donc, située donc, dans le Hollywood d'après-guerre, donc après Seconde Guerre mondiale, l'histoire est centrée donc, sur un petit groupe de cinéastes et d'acteurs en herbe en quête de succès. Effectivement, Ryan Murphy va utiliser le trope qu'on appelle en anglais le what if, et si, typique des récits uchroniques, grâce auquel Murphy va concocter une sorte d'univers où l'inclusion des genres, des différentes ethnies ou origines raciales et des sexes à Hollywood à la fin des années 40 est beaucoup plus qu'un rêve, et où, bien que les différentes oppressions qui existaient à l'époque constituent quand même certains obstacles dans la série, elle n'empêchera pas
dans le Hollywood de Murphy, à ces personnages de triompher à la fin de la mini-série. Alors, on a peut-être aussi quelque chose qui serait bon de rappeler en préambule de cette émission, Kevin, c'est que cette série est basée sur une uchronie. Alors, peut-être on a déjà vu hein, dans Histoire en série, notamment avec Marine Mallet autour de la Servante écarlate, mais rappelez peut-être aux auditeurs et auditrices ce qu'est une uchronie, Kevin. Oui, bien sûr. Alors, une uchronie, j'ai cherché une définition pour donner quelque chose d'assez clair. Donc, si on regarde effectivement le dictionnaire d'Oxford, et particulièrement celui allié aux science-fiction, une uchronie est, et je cite, une ligne temporelle différente de celle de notre monde, généralement extrapolée à partir de la modification d'un seul événement. Donc, des exemples d'Uchronie, donc vous avez cité la Servante écarlate, mais on en a beaucoup. On a notamment Philip K. Dick et Philip Roth qui en ont fait un peu leur marque de fabrique. Mais effectivement, ce que beaucoup de critiques ont simplement raté, j'ai envie de dire, avec Hollywood, et que dans le cas de Murphy, cette réalité alternative, cette histoire alternative est en fait une forme assez particulière d'Uchronie. Quand on regarde par exemple des uchronies type The Plot Against America de Philip Roth, qui décrit un univers dans lequel, par exemple, Charles Lindbergh est désigné comme candidat à la présidence par la Convention nationale républicaine de 1940 et bat Roosevelt aux élections, ce qui oriente les États-Unis vers un isolationnisme total. On a aussi par exemple The Man in the High Castle, qui est d'abord un livre donc, de Philip K. Dick qui a aussi été adapté à la télévision récemment et qui imagine un monde dans lequel les nazis et les Japonais auraient gagné la Seconde Guerre mondiale et gouverneraient actuellement le monde entier. Donc, quand on compare effectivement ces exemples d'Uchronie qui collent assez bien à la définition que je viens de donner, c'est-à-dire un moment spécifique du passé qui rend le présent très différent d'une autre, la série Hollywood se distingue par le fait que le départ de notre univers n'est pas causé par un événement majeur singulier, mais plutôt par une constellation, on pourrait dire, de micro-décisions, d'épiphénomènes qui vont brouiller en fait au fil de la série ces frontières entre fiction et réalité, favorisant de plus en plus des valeurs antisexistes, antiracistes et anti-homophobes. Et donc cette nouvelle forme un peu originale d'Uchronie, qualifiée de faction par Murphy himself, donc lui-même, pardon, donc un mélange entre fact et fiction, donc entre des faits et la fiction, offre un terrain assez original à l'audience, mais aussi à nous, chercheurs, pour une analyse assez intersectionnelle. Alors, il y a un mot que vous avez créé, un néologisme, Kevin, que vous avez créé en préparant cette émission que j'aime beaucoup, c'est le Murphyverse. Alors, j'aimerais justement vous en parler de cet univers hein, qu'aime Ryan Murphy, qu'il a créé, cette façon qu'il a de voir l'histoire et surtout de la réécrire. Oui, exactement. Donc, si on regarde effectivement la carrière de Murphy sur ces 20 dernières années, on voit cette volonté effectivement à écrire ou réécrire l'histoire américaine. Et effectivement, je pense que je n'invente rien. Quand on regarde de nombreuses interviews données par Murphy lui-même, par beaucoup de ses acteurs, j'en prends une par exemple au hasard qui a été donnée par Darren Criss, qui est un acteur assez récurrent dans les œuvres de Murphy et qui a déclaré donc dans une interview pour le Hollywood Review que la révision historique a été l'un des plus grands projets de la dernière décennie pour Ryan Murphy. Et effectivement, on ne peut pas lui donner tort, puisque, comme je viens de le dire, depuis pratiquement une décennie, on va dire entre 10 et 15, les 10 et 15 dernières années, certains ont identifié dans de nombreuses séries de Murphy cet empressement à remédier à certains points majeurs de l'histoire culturelle américaine, plus récemment notamment des années 90. Donc on pourra en citer quelques-unes, comme par exemple The People versus O.J. Simpson, donc American Crime Story, l'assassinat de Gianni Versace, Jeffrey Dahmer encore plus récemment. Et donc, avec ces différentes séries, le public est invité à vivre ou à revivre certains événements, des plus grands événements, effectivement, de l'histoire culturelle américaine, le tout à travers le regard assez camp, baroque de Ryan Murphy. Et j'aurais tendance à penser que cette volonté de Murphy de réécrire l'histoire suit une tendance, je pense, un peu plus large dans le paysage médiatique américain qui, pour moi, est caractérisé de plus en plus ces dernières années par un profond sentiment de nostalgie. Et je pense effectivement que ces séries placent Murphy dans un statut assez original d'interlocuteur intergénérationnel entre ces générations qui ont vécu ces événements et celles qui les vivent pour la première fois à travers sa production.
Donc effectivement, comment s'inscrit Hollywood dans ce Murphyverse? Je pense qu'elle pourrait apparaître comme une anomalie dans ce florilège de séries que je viens de citer, puisque celle-ci est ancrée dans une réalité bien plus loin dans le passé de l'histoire américaine et qui prend bien sûr beaucoup plus de liberté avec la réalité des événements qu'elle veut dépeindre. En effet, quand on prend par exemple des exemples comme le cas de O.J. Simpson et la série American Crime Story, Murphy essaye tout de même de coller au maximum aux faits, avec par exemple la représentation des moments clés de cette saga américaine, comme par exemple la poursuite en voiture télévisée ou des images du procès lui-même. Et même si effectivement certaines scènes sont tout de même ajoutées pour, entre guillemets, camper le récit, on retrouve notamment un montage assez cliché du relooking de la procureure Marcia Clark, pardon, dans la série, qui va parler à un public beaucoup plus jeune qui est habitué à ces codes de la culture du relooking, on va dire des 20 dernières années au cinéma. On reste quand même sur un cadre référentiel historique assez précis qui colle à une réalité. Mais dans Hollywood, Murphy ne se contente pas effectivement d'écrire l'histoire, mais il va la réécrire et la remédier pour effectivement recréer un nouveau passé américain pour imaginer un nouveau présent et laisser place potentiellement à des futurités beaucoup plus inclusives, beaucoup plus queer. Alors, justement, peut-être, j'allais dire, commençons par le commencement. Est-ce que vous pourriez, vous, nous montrer qu'est-ce qui ancre cette série dans cette réalité américaine, de cette Amérique triomphante du début des Trente Glorieuses? Oui, bien sûr. Alors, comme j'ai déjà dit, Murphy n'a jamais caché son obsession véritable. Bon, beaucoup d'interviews dans beaucoup de ses séries avec beaucoup de références, par exemple filmiques au cinéma hollywoodien de ces années. Donc, pour ce vieil Hollywood, donc qu'il s'agisse aussi bien donc, de l'industrie cinématographique elle-même, mais aussi de l'emplacement physique et géographique de ce qu'on appelle en anglais Tinseltown, c'est-à-dire le véritable quartier d'Hollywood situé dans la ville de Los Angeles. Et on pourrait supposer que, notamment pour Hollywood, Murphy se serait inspiré d'une multitude de biographies cinématographiques ou d'autobiographies d'acteurs et de cinéastes. Et je pense que un des points à partir duquel on pourrait partir pour analyser cet ancrage dans la réalité serait un livre qui effectivement en anglais s'appelle Full Service, My Adventures in Hollywood and the Secret Lives of the Stars, qui est en fait un livre assez célèbre qui a été écrit par Scotty Bowers avec Lionel Friedberg et sorti en 2012, qui suit en fait un service d'escorte, pardon, géré par Bowers lui-même depuis sa station-service à Hollywood. Et effectivement, ce livre est le point de départ pour la mini-série, puisqu'en effet, les premières images du premier épisode démarrent à cette station-service avec le personnage donc renommé dans la série Ernie West, qui est très largement inspiré de Scotty Bowers. Et donc, comme Bowers, il gère son empire du sexe à partir d'une station-service. Et on le voit dans la série, comme dans le livre d'ailleurs, il ne porte aucun jugement et sait garder les secrets, notamment ceux de ses clients masculins qui privilégient les partenaires masculins. Donc, en d'autres termes, dès le début de la série, les téléspectateurs sont plongés dans le monde très réel de ce qu'on pourrait appeler les placards des années 1940 à Hollywood, où des épouses engageaient secrètement des gigolos à la station-service, les maris avaient énormément de maîtresses ou aussi des amants masculins, et tout le monde avait à cœur de garder ses secrets. Donc, on a effectivement d'un côté, pardon, un ancrage assez concret dans une réalité qui était Hollywood. C'est une première partie. D'autre part, on a aussi beaucoup de personnages de la série qui sont en fait des reflets de véritables acteurs, de véritables personnes qui ont existé dans cet Hollywood, mais que Murphy aura effectivement tendance à remanier pour adapter son histoire. Donc, un des personnages, je pense, qui est le plus intéressant dans la série est celui de Rock Hudson, qui est inspiré par la véritable star hollywoodienne du même nom. Euh, et donc, effectivement, quand on regarde nombre des biographies, tout le monde n'est pas d'accord, effectivement, avec l'histoire, le passé de Rock Hudson. On retrouve notamment dans la série et dans de nombreuses biographies mention de son agent, assez véreux, qui s'appelle effectivement Henry Wilson et qui est joué par Jim Parsons dans la série. Et quand on compare effectivement la véritable vie de Rock Hudson, donc on parle d'un acteur qui a vraiment marqué le cinéma hollywoodien des années 1940, 50, 60, mais qui est resté malheureusement dans le placard, qui a caché son homosexualité pendant la majeure partie de sa carrière, puisqu'effectivement ce dernier était terrifié à l'idée d'être démasqué et de perdre du jour au lendemain
sa célébrité péniblement acquise. Quand on compare ce Rock Hudson à celui de Ryan Murphy dans la série, qui fait son coming out dès la fin de la mini-série, donc on parle d'une temporalité assez courte, on parle de à peine quelques mois, un an, donc un acteur qui fait son coming out, entre guillemets, au tout début de sa carrière, on a effectivement déjà une réécriture de Ryan Murphy de ce personnage. On pourrait effectivement parler aussi donc, de cet agent que je viens de mentionner, donc Henry Wilson, qui aurait, d'après Murphy dans la série, renommé Rock Hudson lui-même. Encore une fois, une information qui n'est pas vérifiée dans de nombreuses biographies ou livres sur l'acteur, mais que Murphy prend plaisir à réinventer pour l'histoire. Mais par contre, effectivement, quand on pense à cet agent, beaucoup d'éléments que Ryan Murphy reprend dans la série sont effectivement avérés par des autobiographies, par des interviews, etc. Notamment sa volonté d'engager beaucoup d'acteurs homosexuels, puisque lui-même l'était, pour se construire une véritable, entre guillemets, étable d'acteurs assez bodybuildés qui correspondent effectivement à des caractères de masculinité hégémonique et d'hétéronormativité assez prédominante dans le cinéma hollywoodien de l'époque, mais aussi ses tendances, par exemple, à parfois, malheureusement, vendre certains de ces acteurs à des journaux à sensation pour en sauver certains. Effectivement, les rumeurs à Hollywood sont très courantes à l'époque sur l'homosexualité de certains acteurs ou même de certaines actrices. Et dans le cas, par exemple, de Rock Hudson, il est avéré que, à de nombreuses reprises, son agent a effectivement sacrifié d'autres acteurs de son catalogue pour pouvoir conserver la célébrité de Rock Hudson. Donc, effectivement, tous ces éléments se retrouvent dans la réalité, puisque avérés par de nombreux livres, par de nombreux témoignages de personnes. Et ces éléments sont repris par Ryan Murphy, mais effectivement avec un petit twist. Alors ça, c'est pour le côté, voilà, comme vous avez commencé à le présenter, qui rappelle cette histoire, hein, à la fois, vous l'avez dit aussi en introduction, cette histoire avec un grand H, ou ces histoires plus personnelles, plus intimes, vous l'avez évoqué. Mais alors, à partir de quel moment et comment, surtout, ça bascule vers l'Uchronie? Alors effectivement, comme je l'ai remarqué donc dès le début, cette série se démarque effectivement d'autres séries puisqu'elle adopte une voie assez progressive pour créer son histoire alternative. Donc de nombreux critiques n'ont pas remarqué qu'effectivement dans l'histoire d'Hollywood, l'histoire n'est pas modifiée par un événement décisif, mais plutôt par une multitude de petites décisions qui, une fois agglutinées, accumulées, réunies, finissent par créer cette nouvelle réalité mi-histoire, mi-fiction. Et ces micro-divergences apparaissent dès les premiers épisodes, mais elles ne constituent pas en soi une réelle menace pour ce qu'on pourrait appeler l'establishment hollywoodien. Donc ces premières divergences sont illustrées par les personnages eux-mêmes et leur apparition consécutive à l'écran, puisqu'effectivement, tous ces personnages, dans leur majorité, apparaissent à des minorités, qu'elles soient sexuelles, ethniques, de genre. On pourrait en citer quelques-uns, comme par exemple le personnage de Abby Sandberg, qui représente cette femme juive assez vieillissante, mariée à un magnat donc, du cinéma hollywoodien, Archie Coleman, un écrivain noir gay en herbe, Anna May Wong, qui est basée sur la véritable actrice asiatique-américaine désabusée par l'industrie hollywoodienne, Rock Hudson, que l'on vient de mentionner, donc un aspirant acteur gay, blanc, Raymond Ainsley, qui est assez particulier, on en reparlera plus tard dans l'analyse, donc qui est un aspirant réalisateur à moitié philippin, mais qui effectivement passe pour blanc dans la série. Et enfin, l'un des personnages, je pense, le plus important dans le cadre de l'Uchronie, Camille Washington, une aspirante actrice noire américaine. Donc, dans les deux premiers épisodes, ces personnages semblent refléter la réalité de cet Hollywood d'après-guerre que nous venons de mentionner. Donc, Rock Hudson, par exemple, doit cacher sa sexualité pour devenir acteur. Archie a envoyé son premier scénario à plusieurs studios hollywoodiens par courrier pour éviter le racisme. Raymond Ainsley admet, par exemple, qu'il a de la chance de pouvoir se faire passer pour blanc pour pouvoir avancer sa carrière. Et enfin, Camille Washington, malgré son talent d'actrice, est toujours cantonnée à ses rôles de femme de chambre, à ses rôles effectivement de gouvernante, rappelant ces nombreux stéréotypes, par exemple de la mamie des femmes noires américaines dans la culture et les médias hollywoodiens. Mais plein de grandes aspirations, ces personnages aspirent tout de même à changer les choses et expriment souvent des rêves qui pourraient paraître assez ridicules pour un public assez contemporain de cette réalité assez historiquement assez exclusive de l'époque. Et Archie
résume parfaitement cet état d'esprit lorsqu'il déclare dès les premiers épisodes qu'il veut prendre l'histoire d'Hollywood et la réécrire. Donc ici, on a un discours assez méta, puisqu'effectivement, on va dire que Murphy, par le personnage de Archie, explicite très clairement son projet avec cette série. Et dès lors, donc l'impuissance relative de ces personnages va se transformer peu à peu en pouvoir, en agentivité, par plusieurs petits événements. Par exemple, le scénario d'Archie va être approuvé par un directeur de studio qui, bien sûr, ne sait toujours pas à ce stade que Archie est afro-américain. Donc le film fictif dans le cadre de la série Peg, qui effectivement n'existe pas dans la réalité, va cristalliser cette lente progression vers cette réalité alternative. Et effectivement, au début, le public ne pourrait potentiellement pas considérer cette production, donc ce film, comme particulièrement révolutionnaire, puisque celui-ci va dépeindre l'histoire, cette fois réelle, de l'actrice blanche américaine Peg Entwistle, qui s'est tragiquement jetée du panneau hollywoodien et a trouvé la mort en 1932. Pourtant, Murphy, à partir de cette histoire, euh, va créer effectivement sa trame de changement global qui va profondément altérer l'histoire d'Hollywood. Donc le premier gros changement effectivement qui va être apporté à cette histoire va être déclenché par notre aspirante actrice nord-américaine, Camille, qui va effectivement réclamer au réalisateur Raymond, qui est effectivement aussi son partenaire dans la série, une audition pour le rôle titre de son film. Donc effectivement, ce couple et je pense aussi assez intéressant dans le cadre de la série, puisqu'il s'agit d'un couple qu'on pourrait qualifier de manière assez péjorative en français d'interracial, d'ethnique, de mixte, pardon, entre une femme noire américaine et un homme à moitié philippin, ce qui bizarrement ne semble pas surprendre les gens et les différents personnages dans la série de Murphy, ce qui constitue effectivement pour moi l'une des premières, on va dire, bizarreries qui déclenche pardon, cette réalité alternative, puisqu'effectivement, je pense qu'il est important de rappeler que les couples mixtes, effectivement, ont bénéficié d'un traitement assez particulier aux États-Unis, puisqu'ils étaient interdits pendant très longtemps, jusqu'à notamment le cas juridique de la Cour suprême de 1967, donc Loving versus Virginia, qui a, entre guillemets, légalisé ces unions. Mais dans le cadre de la série de Ryan Murphy, ces unions apparemment dans le domaine public seraient beaucoup plus acceptées. Donc, ils décident effectivement, eux deux, de, entre guillemets, mettre le holà et d'exiger cette audition pour le rôle titre du film. Et dans le mouvement, je pense, le plus marquant de la série, Peg, le film, va devenir Meg. Donc le scénariste et le réalisateur vont décider ensemble de réécrire le scénario en pensant cette fois-ci à une actrice noire. Et donc ce détail pardon, peut paraître assez anecdotique, mais il est essentiel dans le contexte de la réécriture de l'histoire de Murphy, puisqu'en effet, Camille ne va pas effectivement se contraindre à se glisser dans le récit d'un film centré sur une femme blanche, mais au contraire, l'histoire va être racontée d'une point de vue d'une femme noire, ouvrant ainsi une fenêtre sur des représentations qui étaient alors extrêmement rares sur les écrans hollywoodiens. Presque comme si Murphy et son équipe voulaient préserver et accélérer cette réalité, ils vont effectivement se débarrasser assez rapidement des obstacles à la réalisation de ce film. Le premier étant ce fameux directeur de studio, donc Ace Amberg, qui, malgré le fait qu'il a apprécié effectivement le script, dès lors qu'il apprend que ce dernier a été écrit par un noir américain, va refuser de produire le film, puisque cela représente, dans le cadre américain de l'époque assez raciste, un énorme risque financier. Heureusement pour nos héros, ce dernier va être victime dès le premier épisode d'une crise cardiaque qui va le rendre incapable de diriger le studio. Et donc sa femme, Avis, va le remplacer et superviser toutes les décisions exécutives jusqu'à pratiquement la fin de la mini-série. Pourtant, curieusement, alors que nous pourrions penser qu'un tel personnage qui comprend parfaitement ce que signifie l'impuissance dans une culture sexiste et agiste, donc là on parle effectivement de sa femme, Avis, accueillerait à bras ouverts le film Meg et sa représentation inclusive, cette dernière va aussi effectivement émettre certaines réserves sur la production du film. Elle offre un raisonnement assez similaire à son époux, donc sur la commercialisation et effectivement le choc que pourrait causer ce film. Euh,
La série fait notamment de nombreuses références au fameux code ACE, donc qui est un ensemble de directives d'autocensure assez sexistes, homophobes et racistes de l'époque, qui ont réglementé le contenu du cinéma hollywoodien, pardon, des années 1930 aux années 1970. Et donc, effectivement, ce refus catégorique Davis, donc cette nouvelle directrice du studio hollywoodien, de produire le film avec Camille dans le rôle principal, ne contribue pas, dans le cadre de l'histoire de Murphy, à cette histoire alternative. C'est pourquoi, encore une fois, Murphy, avec sa baguette magique, dans une scène qui va étirer assez rapidement cette distance entre réalité et fiction, va faire intervenir la première dame de l'époque, donc la femme de FDR, donc de Franklin Delano Roosevelt, donc Eleanor Roosevelt, connue dans la vraie vie pour ses engagements démocratiques et ses idées assez progressistes, qui va venir dans la série, dans les murs du studio, pour convaincre Avis de produire Meg en avançant l'argument que le pays recule en termes d'idéaux démocratiques et que ce film pourrait, en l'occurrence, faire avancer les choses. Donc avec Hollywood, l'intention de Murphy est de propulser des États-Unis en avant dans cette nouvelle trajectoire parallèle célèbre de la vie réelle, profondément ancrée des Rock Hudson, Henry Wilson et maintenant Eleanor Roosevelt, permet à cette uchronie de maintenir des liens importants avec la réalité avec laquelle les spectateurs sont habitués, ce qui maintient cette narration uchronique du et si, what if, dans un cadre référentiel qui rend l'histoire alternative, certes lointaine, mais assez ordinaire, en somme toute. Donc après cet élément clé du récit, qui intervient quelque part vers la moitié de la saison, l'histoire alternative créée par Murphy s'installe très clairement dans la mini-série, et le film Meg commence sa production. Et pour s'assurer effectivement que nous sommes dans une réalité plus ou moins vraie, différents personnages vont tout de même faire l'expérience directe d'un fort retour de bâton suite à effectivement la décision de produire ce film, et ils vont être effectivement exposés à différents dangers, différentes menaces assez concrètes qui rappellent effectivement l'histoire raciste des États-Unis. Donc on parle par exemple de boycott dans le sud du pays, de certaines manifestations, mais aussi d'intimidation par le Ku Klux Klan de Camille, par exemple, où effectivement elle va se réveiller dans un épisode avec une croix en feu sur son terrain, mais aussi des appels téléphoniques menaçants, etc. Donc toute forme de tactiques intimidantes qui sont ancrées effectivement dans l'histoire américaine. Et enfin, finalement, le plus grand obstacle qui pourrait s'opposer à la réalisation donc, du film ressurgit vers la fin de la mini-série. Donc, on en a parlé tout à l'heure, le directeur du studio a eu une crise cardiaque, mais il se trouve réintroduit à la tête du studio après s'être remis à la fin de la série. Mais comme le projet du Chrony de Murphy est déjà bien ancré dans l'histoire, curieusement, celui-ci va avoir un changement assez catégorique de vision sur son studio, et cette représentation assez évidente du patriarcat raciste, hétéronormatif de l'époque va verser des larmes en voyant effectivement le premier brouillon du film et accepter de le produire. Et au cas où le message n'aurait pas encore été assez clair pour le public, c'est-à-dire que cette histoire alternative est maintenant cimentée même dans les esprits les plus réfractaires, le directeur, après avoir accepté de produire le film, va mourir des suites d'une autre crise cardiaque pour réinstaller sa femme à la tête du studio. Par conséquent, elle va récupérer donc effectivement cette position de force. Donc effectivement, dans cette uchronie, dans cette nouvelle réalité alternative, il apparaît que pour Ryan Murphy, la mise en avant des minorités est parallèle avec la destruction, la mort, la déconstruction des instances de pouvoir habituelles qui vont disparaître lentement mais sûrement de l'écran. Kevin, vous avez commencé à évoquer cette chose-là, hein, et j'aimerais qu'on la développe. C'est l'idée, en fait, de ces relations entre noir et blanc, et finalement l'idée que cette série cherche à nous montrer finalement qu'il y a une certaine mise en avant d'une destruction du pouvoir blanc hétéronormatif, hein. Vous l'avez montré à travers euh, l'homosexualité, mais aussi les relations entre blanc et noir. Alors, donc, qu'est-ce qu'il veut montrer, Murphy, à travers ça?
Oui, bah, effectivement, comme je l'ai mentionné, comme vous voulez nous le rappeler, cette volonté effectivement de mise en avant donc, des minorités, qu'elles soient queer, donc LGBTQ+, mais aussi raciales, ethniques ou même sociales, ou même de genre, est obligatoirement dans le discours de Murphy parallèle à la chute nécessaire effectivement de cette hétéronormativité blanche. Donc on l'a mentionné avec le directeur du studio, et je pense que ce trope effectivement, de déconstruction de ces anciennes normes pour pouvoir permettre cette émergence d'une réalité parallèle est amené dans la série par un personnage assez particulier, donc le personnage de Jack Costello, qui va cristalliser effectivement cette déconstruction, puisque ce dernier, qui est présenté comme l'un des personnages principaux, si ce n'est le personnage masculin principal de l'histoire, va connaître une histoire assez particulière en dehors de la série, notamment au niveau de la réception critique de la série, puisqu'en effet, malgré sa place centrale dans la série, peu de choses ont été dites à son sujet dans les nombreuses critiques qu'a reçues, qu'elles soient négatives ou positives, la série. La raison principale de cette absence, je pense, réside dans le fait que Jack est ce qui pourrait être le plus éloigné dans la série d'un personnage donc queer ou d'un personnage racisé, et en tant que tel ne va pas galvaniser en fait le public ou les critiques dont l'attention va être principalement dédiée à l'ascension au pouvoir de ces dites minorités. Dans cette optique, on pourrait se demander pourquoi Murphy et son équipe de scénaristes ont choisi d'introduire leur histoire à travers ce personnage. La première réponse logique qui pourrait venir à l'esprit serait effectivement d'utiliser cette idée de whitewashing ou de straightwashing, donc l'idée effectivement de changer l'histoire en effectivement la mettant en avant par le prisme d'un acteur blanc ou effectivement d'un personnage blanc ou d'un personnage hétérosexuel, même si l'histoire elle-même ne s'y prêtait pas. Et c'est une question assez légitime puisque c'est une question qui a déjà été soulevée dans beaucoup de projets de Ryan Murphy. Pour n'en citer qu'un, on pourrait par exemple citer la série Pose, qui a eu quelques déboires au niveau notamment de sa campagne promotionnelle, puisque certaines affiches pour la première saison ont mis en avant l'acteur Evan Peters, donc un acteur blanc et apparemment hétérosexuel et qui joue effectivement dans la série a aussi un personnage blanc apparemment hétérosexuel, alors que dans la première série, ce personnage est assez minoritaire, on le voit presque peu à l'écran. Et je pense que quand on regarde le Murphyverse de manière générale, Hollywood n'est pas la première fois que Ryan Murphy utilise des personnages hétérosexuels blancs seulement pour les à la fois érotiser, mais aussi érotiser avec un H. Néanmoins, dans le cadre d'Hollywood, je pense que la présence de Jack est beaucoup plus qu'un simple dispositif esthétique conçu pour attirer effectivement le regard qu'on pourrait qualifier peut-être de female gaze, de femmes hétérosexuelles, mais aussi d'hommes homosexuels ou d'autres individus queer qui pourraient effectivement s'identifier à Jack ou y trouver un certain plaisir, puisque effectivement tout en Jack crie littéralement patriarcat hétéronormatif. Donc dans ce cadre effectivement historique américain de l'après-guerre, donc Seconde Guerre mondiale, il est présenté comme ce beau vétéran blanc, marié à une femme blanche qui travaille dans un petit diner, donc encore une fois un stéréotype assez américain de l'époque. Dans les premiers épisodes, même s'ils ont tous deux un besoin urgent d'argent pour se loger décemment et pour préparer effectivement l'arrivée de leurs futurs jumeaux, Jack va commencer à se démarquer par rapport à ce carcan hétéronormatif, puisque celui-ci aspire à devenir acteur. Il se retrouve donc dans une situation assez compliquée où son désir d'appartenir à la norme américaine de l'homme qui gagne sa vie, qui ramène entre guillemets le bacon à la maison et qui survient aux besoins de sa famille, et qui veut effectivement, encore une fois, dans ces stéréotypes américains, acheter une maison en banlieue avec une clôture blanche, ne peut pas réconcilier ses aspirations avec cette volonté, ce désir ardent de devenir acteur. Donc cette décision, cette balance entre guillemets entre ces deux états dans son esprit est à l'image de cette déconstruction. Et donc son arc pardon, narratif dans toute la série est pour moi l'un des plus intéressants, car le public assiste lentement mais sûrement à sa chute et à son incapacité à maintenir intact ce fameux rêve américain et cette masculinité blanche hégémonique.
Et effectivement, cette déconstruction va intervenir dès le premier épisode, où Jack va avoir recours à la prostitution, dans cette fameuse station-service que nous avons mentionnée au tout début du podcast, pour joindre les deux bouts, tout en auditionnant pour des rôles. Il va notamment apprendre aussi que sa femme le trompe et que les jumeaux qu'ils attendent sont en fait le fruit de cette liaison. Mais paradoxalement, alors qu'il échoue progressivement dans ce modèle de masculinité hégémonique dans sa vie privée, sa carrière d'acteur va connaître une explosion puisqu'il va être choisi dès les deux premiers épisodes pour faire partie effectivement d'une liste d'acteurs prometteurs qui va être formé sur le tas dans le studio hollywoodien et qu'il va être ensuite choisi pour jouer le premier rôle masculin dans le fameux film Meg. Donc, effectivement, un autre trope assez commun dans cette déconstruction de cette masculinité et de ce rêve américain, qui est profondément lié à son succès, à sa propension à compter sur les autres, et notamment sur les personnages minoritaires, qu'ils soient queer ou racialisés, pour pouvoir effectivement se propulser vers l'avant en termes de carrière. Il se sert notamment Davis, donc la future directrice du studio, pour lancer sa carrière d'acteur. Pour garder son emploi, par exemple, d'escorte dans la station-service, il va fortement encourager Archie à avoir des relations sexuelles avec des hommes à sa place, puisque ces derniers ne se voient pas faire ce genre d'acte. À un moment donné, Jack est tellement habitué effectivement à tout ce qui se passe, pardon, comme il l'entend, et à ce que tout le monde se plie en quatre pour satisfaire ses besoins, qu'il ne se rend même pas compte de l'arrogance dont il fait preuve. Dans un cas, par exemple, dans un autre exemple, il suffit... hum, hum, hum. Dans un autre exemple, il supplie pratiquement Archie de l'aider à obtenir le rôle principal dans Meg, ce à quoi Archie va s'opposer en lui déclarant, et je cite la version française, «Et mon rêve à moi, j'ai à peine mis le pied dans la porte que tu me demandes déjà de t'aider, de te choisir. Eh bien, personne ne m'a jamais choisi, Jack.» Plus révélateur encore, Jack ne semble pas avoir d'objection lorsqu'il s'agit d'exploiter les corps, les identités et les parcours de personnes racisées ou queer pour son propre avancement, mais lorsque la dynamique de pouvoir est inversée et que les individus queer, par exemple, exigent quelque chose de lui, il refuse catégoriquement. Un exemple parmi tant d'autres, quand l'agent véreux Henry Wilson, qui est aussi l'agent de Rock Hudson, lui demande de se dévêtir pour l'aider à avancer sa carrière, une épreuve que Rock Hudson a dû traverser pour lancer la sienne, Jack s'effondre physiquement et émotionnellement et rejette cette demande, peut-être pas seulement à cause de l'aspect sexuel de l'acte, mais aussi parce qu'il refuse assez inconsciemment de mettre en péril une structure de pouvoir qu'il tente de maintenir tout au long de la série. Donc l'ascension au pouvoir, ou du moins à l'égalité des minorités queer et ou racisées par le biais de la représentation, est donc diamétralement opposée à cette perte progressive du pouvoir, de ce qu'on pourrait qualifier la blancheur, la blanchité, et du pouvoir hétéronormatif cristallisé par cette déconstruction de la personnalité très normative de Jack. Et donc ces deux trajectoires, l'une de construction, l'autre de déconstruction, vont culminer dans le dernier épisode, intitulé à juste titre Hollywood Ending, qui va conclure donc la mini-série comme une sorte de happy ending américain hollywoodien, avec la sortie réussie du film en salle dans tout le territoire et une cérémonie des Oscars qui va récompenser nombre d'acteurs dans le film. Et donc, lors de la cérémonie, l'histoire alternative de Murphy est littéralement sous les projecteurs. Donc, Camille, par exemple, est nommée pour meilleure actrice, Anna May Wong est nommée pour meilleur second rôle féminin, Raymond pour meilleur réalisateur et Archie Coleman pour meilleur scénario. Plusieurs de nos personnages gagnent dans leurs catégories respectives et le public, donc à la fois dans la série, dans la salle, mais aussi devant leur écran, va assister à tout leur discours et à une réalité qui mettra malheureusement plusieurs décennies à se réaliser dans notre monde, dans notre univers, où par exemple la première femme noire américaine à remporter un Oscar pour la meilleure actrice sera Halle Berry en 2002, donc quasiment plus de 50 ans après Camille dans la série. Parallèlement à cette prise de parole lors de la cérémonie des personnages donc queer et ou racisés, la série va également faire taire les derniers vestiges de cet ancien ordre patriarcal blanc lorsque Jack,
nommé pour meilleur second rôle ne gagnera pas ce fameux Oscar. Et enfin, la dernière scène de la mini-série, donc une sorte de méta sequence, donc une scène assez méta, où un film est tourné sur les lieux en fait des premiers d'épisodes, donc la fameuse station essence et ce réseau de prostitution, va se terminer assez ironiquement par les mots The Beginning sur l'écran, donc le début. Donc le début de quoi? Le début d'une nouvelle ère à Hollywood où l'inclusivité devient reine dans notre histoire alternative, une réalité que Murphy tente de faire vivre depuis plus de 15 ans avec son multiverse, son Murphyverse, et son fameux mantra Representation Matters, la représentation compte. On en arrive, Kevin, au bout de cette émission et en termes peut-être de conclusion, est-ce que vous pourriez nous dire justement cette série qui est assez uchronique, hein, vous l'avez montré tout au long de l'émission, comment est-ce qu'elle a été reçue par le public américain? Oui, alors c'est une très bonne question et c'est une question, je pense, assez délicate. Et je pense que pour y répondre, j'ai besoin de contextualiser nombre critiques qui ont déjà été écrites à propos d'autres séries de Murphy, puisque certaines de ces anciennes critiques sont assez récurrentes dans le catalogue de séries de Murphy, notamment de ces 10 dernières années. Euh, je pense personnellement que lorsque vous créez effectivement un univers culturel entier à vous seul, tel que celui de Murphy, vous allez effectivement créer certaines attentes de la part du public, mais aussi et surtout des critiques. Donc parmi les séries les plus récentes créées par Murphy, par exemple Le Politicien sur Netflix, les critiques que cette dernière a reçues est une bonne représentation des critiques les plus courantes reçues par Murphy. Euh, Notamment celles qui sont ancrées effectivement dans ce commentaire assez social, qui soit contemporain avec le politicien ou plus historique avec Hollywood. Donc certaines d'entre elles pourraient se résumer ainsi. Donc ce ne sont pas des vraies critiques, mais ce sont les idées principales qu'on y retrouve. Donc par exemple que Murphy est beaucoup trop woke pour son bien, ou que Murphy met en avant un certain programme social, ce qu'on pourrait appeler en anglais donc un agenda, que ce soit qu'il soit gay, qu'il soit queer, complètement déconnecté de la réalité américaine, mais aussi, pourquoi pas, mondiale. Avec une série comme Hollywood, destinée à repenser et à rendre plus inclusive une ère culturelle entière aux États-Unis, et je pense qu'on pourrait même dire mondiale, avec cette idée d'hégémonie et de soft power des États-Unis à travers le monde. Murphy a suivi le même chemin d'autres séries, donc comme par exemple Le Politicien que je viens de citer, mais aussi Glee ou par exemple The New Normal, qui sont effectivement des séries qui avaient à cœur d'afficher à l'écran beaucoup plus d'inclusivité. Pourtant, dans le cas d'Hollywood, ces critiques ont certes été émises, mais pas par les personnes auxquelles j'aurais forcément pensé. Donc, effectivement, on retrouve cette idée que la série est beaucoup trop woke, beaucoup trop inclusive, et effectivement, moi-même et de nombreux amis chercheurs avec lesquels j'ai parlé de cette série, on a tous pensé qu'effectivement, ce retour de bâton à l'égard de la série viendrait de critiques beaucoup plus conservatrices, d'extrême droite ou républicaine américaine. Oui, républicaine américaine, pardon, qui se révolterait contre cette diversité raciale, ethnique, de genre ou sexuelle, comme étant un énième exemple de Murphy poussant effectivement son fameux gay agenda ou inclusive agenda sur les écrans de télévision américains pour façonner les esprits entre guillemets innocents des jeunes téléspectateurs. Mais à ma grande surprise, une grosse partie de ces critiques provenaient en réalité de personnes racisées et ou queer qui effectivement voyaient dans Hollywood un effacement assez problématique de décennies d'évolution sociale et culturelle réelle, cette fois-ci, en matière de représentation des minorités sur les écrans. Donc la série a par exemple, à de nombreuses reprises, été qualifiée de progressisme dévoyé et a suscité des commentaires tels que, et cette fois-ci ce sont des vrais extraits de critiques, donc par exemple, résoudre le manque d'inclusivité d'Hollywood était aussi simple que de le faire. Pourquoi personne n'avait eu cette idée avant? Ou encore, et je cite cette fois-ci une autre critique, mais la manière aisée et sans heurts dont les protagonistes de la série traversent des décennies, voire des siècles de racisme bien ancré aux États-Unis, suggère que leurs prédécesseurs auraient pu avoir le même succès s'ils avaient eu seulement le courage de le faire. Et effectivement, ses prédécesseurs, Murphy va les mentionner pardon, dans la série par le biais de la représentation
de certaines actrices, notamment Hattie McDaniels, qui va être la première actrice noire américaine à remporter un Oscar pour un second rôle, ou encore Anna May Wong, qui vont faire effectivement état de cette exclusion qui caractérise Hollywood. Mais effectivement, certaines critiques vont faire état de leur relégation à l'arrière-plan de l'histoire par cette réalité alternative créée par Murphy tout au long des épisodes. Je décide personnellement de prendre un peu le contre-pied de ces critiques et de voir dans cette nouvelle structure narrative une volonté, non pas d'effacement de cette lutte, mais une volonté d'offrir au public une fenêtre sur un monde où les choses auraient pu être différentes, plutôt si les bons éléments avaient été parfaitement alignés, ce qui est le but d'une uchronie. Et donc cette progression dans le glissement de la réalité vers la fameuse faction, donc fact, fiction, ce mélange de fiction et de fait est également pour moi un très bon outil didactique pour Murphy et une manière beaucoup moins artificielle de faire passer son message. Le programme de Murphy n'est pas pour moi un simple pinkwashing ou l'effacement de décennies de lutte féministe, de droits civiques ou encore LGBTQ+, mais effectivement, je pense au contraire que c'est une remise en question du passé et la création d'un espace assez particulier, spécial, original, où lui et les spectateurs peuvent réfléchir à toutes sortes de « et si », de possibilités, en examinant l'histoire de la représentation hollywoodienne des femmes, des personnes noires ou racisées et LGBTQ+, des années 1940 à aujourd'hui, ce qui nous aide peut-être à imaginer, réimaginer l'avenir tout en imaginant ou réimaginant le passé. Kevin Reeve, merci beaucoup pour cette émission autour de cette série de Ryan Murphy, donc disponible sur Netflix, qui s'appelle Hollywood. Vous pouvez retrouver, si vous cherchez à développer les thématiques qu'on a évoquées aujourd'hui avec Kevin sur notre site internet histoireensérie.com à la page de l'émission où Kevin aura laissé une bibliographie et une présentation résumée de notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir notre actualité, Twitter et le groupe Facebook. Et puis Kevin, comme on est dans vos spécialités de recherche, j'espère qu'on pourra se retrouver bientôt pour une nouvelle émission. Je l'espère aussi, Nicolas. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to clear. Such a beautiful planet populated by a stranger animals. And there's a mist again. You want to offer up.